C'est une table ronde qui est importante parce qu'il ne vous aura pas échappé évidemment que l'entreprise Nord6 a rendu, il y a 3 mois de ça, la nature actionnaire. C'est une grande première en France et dans une certaine mesure, c'est une grande première plus largement. C'est important parce que, si vous voulez, l'actionnaire, c'est vraiment le pouvoir souverain au sein d'une entreprise. C'est le pouvoir c'est le pouvoir qui peut décider de la vie ou de la mort d'une entreprise. C'est l'actionnaire qui a ce pouvoir-là. Et la jurisprudence en France a confirmé cette capacité de l'actionnaire. Donc, être actionnaire, c'est pas simplement toucher des dividendes. Être actionnaire, c'est prendre des décisions, c'est voter, c'est influencer la stratégie d'une entreprise. Et imaginer que la nature soit actionnaire et qu'elle influence avec les pleins pouvoirs la stratégie d'entreprise, c'est l'introduction que tu devais faire. Merci Franz. Franz est beaucoup plus connaissant de cette possibilité que je trouve exorbitante. En fait, c'est juste se dire, la nature, on l'utilise, on prend tout ce qu'on peut, toutes les ressources, mais donc on possède la nature ou est-ce qu'elle nous possède? Et si elle nous possédait, elle posséderait aussi toutes nos activités, nos entreprises. C'est ça l'histoire en fait. La biosphère nous a précédés bien avant l'apparition des humains. Et donc nous sommes très arrogants de vouloir comme ça accaparer et on croit que nous sommes dans l'anthropocène, mais il est possible que nous soyons plutôt le capitalocène. On a bien compris l'histoire. Alors, je suis ravie, je ne vous connais pas, je suis ravie de... Non, c'est pas possible. Non. Voilà, c'est un événement, je suis ravie de découvrir le visage en vrai de Sylvain. Sylvain Brozard, donc PDG du groupe Nord6, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, puisque je crois qu'il y a eu la nature qui a déboulé, littéralement, il va nous expliquer comment. Ça s'est préparé avec une inspiration qui peut-être venait de Emmanuel Delannoy avec sa perma-économie qui a donné... vous ne connaissez pas. Je crois qu'en fait, on a beaucoup de mal à faire corps entre tous les transformateurs aujourd'hui. Donc le livre d'Emmanuel Delannoy, Perma-économie, eh bien nous avons maintenant Perma-entreprise grâce à Sylvain. Et donc il va nous expliquer cette aventure. Et puis Geneviève Ferron est à l'initiative, elle est cofondatrice et associée de Profil, l'agence, enfin la structure qui fait parler d'elle par la post-croissance, j'ai envie de dire cela ces derniers temps, et puis aussi par l'AG du futur dont elle nous parlera. Qui nous présente en fait des scénarios qui vont nous arriver, et oui, puisque nous sommes dans une culture européenne, j'insiste. Donc pionnière de la notation sociale et environnementale, puisque je crois que Arès, c'est 1997. Donc il y a un peu de kilomètres au compteur sur ce travail. Donc on est bien entouré pour ce sujet. Et je ne vais pas être plus longue, je vais tout simplement demander à Thomas, à Sylvain, c'est le père. C'est pas grave. C'est mon fils. Bien sûr, oui, il a une grosse barbe noire. J'ai vu. Mais voilà, donc vous êtes peut-être Janus, non, j'espère pas Janus. Quel a été le déclic qui vous a convaincu à donner des pouvoirs actionnariaux à la nature? Parce que c'est vrai que faut pas avoir peur. Et dans quel but? Alors, pour 4 heures. Non. Effectivement, pour qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait une raison. La raison, c'est qu'en 2019, après 20 ans d'engagement fort, aussi bien dans le monde du patronat, dans le monde des dirigeants, dans le monde de l'environnement, etc., mon constat, c'était de dire les entreprises n'ont pas réussi par la RSE
à faire en sorte que le monde ne se dégrade pas, notamment en France, sur le plan social et sociétal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est là où est venue l'idée de créer un nouveau modèle, qui est un modèle de développement d'entreprise, qui n'est pas un modèle de RSE, c'est la perma-entreprise inspirée de la permaculture et pas de la permaéconomie. Parce que la permaculture, c'est le mode le plus vertueux de production agricole, et je me suis dit, sans doute qu'il y a des choses à transposer. Et en fait, la permaculture, c'est terriblement riche, c'est une philosophie de vie, c'est 700 pages à décrypter du fondateur, et notamment, il y a 3 principes éthiques qui conditionnent tout le modèle, c'est mieux prendre soin du sol, mieux prendre soin des hommes, fixer des limites à la consommation et redistribuer les surplus. Et donc, j'ai retransposé tout ça, j'ai appelé la perma-entreprise, mieux prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète et se fixer des limites de redistribuer équitablement les richesses. Voilà. Et donc, la perma-entreprise, c'est une méthodologie pour bâtir un projet autour de ces articles. Et ça nous a amené évidemment à nous engager plus fortement sur l'environnement. Si je vous dis, bah oui, on a des objectifs de réduction de 50% de nos émissions, on est à 30%, on finance des tas de projets externes à l'entreprise, notamment en agriculture, pour qu'eux-mêmes aient les moyens de diminuer leurs émissions, et donc on est en neutralité carbone. Tout ça, ça existe. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, si vous dites finalement, qui est souverain dans une entreprise, heureusement ou malheureusement, c'est l'actionnaire. Donc si on veut que notre nature soit souveraine à l'heure 6, eh bien, il faut qu'elle soit actionnaire. Il y a des organes d'exécution, c'est le comité exécutif, il y a des organes de contrôle, d'influence, mais le seul souverain, c'est l'actionnaire. Donc, voilà ce qui nous a amené. Et la deuxième raison, c'est de dire qu'il faut que ça s'inscrive dans le temps. Vous pouvez mettre quelqu'un, un monsieur ou madame nature, dans un conseil, dans un comité, mais vous pouvez le retirer du jour au lendemain. Là, un actionnaire, on ne le retire pas. Il est là, point à la ligne. Donc il y a un engagement dans le temps. Et moi, c'était terriblement important parce que vous avez vu que j'ai des cheveux blancs, que j'ai des rides. Donc effectivement, je suis en train de passer la main. Et donc j'avais besoin finalement de consolider des points clés. Le modèle d'entreprise, l'engagement sur la nature et évidemment les engagements sociaux. Oui, ça veut dire une identité. Une identité qui est organisée avec une continuité que donne le pouvoir de l'actionnaire qui dirige les priorités. Voilà, et en fait, bon, c'est ce qui a attiré l'attention, cette nature actionnaire. Mais ce qui est important, c'est la démarche globale qu'on a eue. C'est-à-dire que, déjà, pour moi, le monde fonctionne bien quand il est fait d'équilibre. Donc il fallait qu'on donne aussi plus de pouvoir aux salariés au regard de la nature. Et c'est ce qui nous a fait expérimenter ce qu'on appelait le CSEN, donc Conseil social économique et nature. On a bâti des fiches de prérogatives environnementales, comme ils peuvent l'avoir sur le plan social par la loi. Voilà, donc là, c'est pas un contre-pouvoir, hein, c'est un autre pouvoir. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que dans tous nos organes de gouvernance, il y a une madame ou un monsieur nature dans notre conseil éthique, dans notre comité de mission, dans notre comité de pilotage d'entreprise, dans le CSN également, pour faire un haut conseil de la nature qui soit finalement en prise avec tout ce qui se passe dans l'entreprise et qui aide notre actionnaire nature. Parce que si l'actionnaire nature est tout seul face à d'autres actionnaires qui vont penser que maximisation du profit, il ne va pas y arriver. Donc pour moi, il fallait absolument qu'il y ait ce collectif qui amène de la richesse, de la diversité de pensée, de la prospective pour que notre actionnaire puisse effectivement aller jusqu'au droit de veto, mais avec une vraie pertinence. Ok, je crois qu'il y a eu une réunion hier d'ailleurs. Il y a quoi? Il y a eu une réunion hier. Oh. Et donc ça change quoi? Qu'est-ce qui apparaît? Est-ce qu'il n'y a pas des dilemmes? Est-ce qu'il n'y a pas des tensions? Est-ce qu'en fait vous vous mettez pas en danger? Non. Parce que ce que j'explique, c'est bon, le droit de veto, effectivement, ça semble un peu fou. Mais non, parce qu'en fait, encore une fois, c'est comme le dialogue social. Si on veut voir une autre culture du dialogue social, et ce qu'on cherche à faire avec notamment Michael et la CFDT, eh bien, on va être dans la recherche de solutions et de co-construction. Le droit de veto, pour moi, c'est lui qui va dire, tiens, là, votre projet, votre nouveau projet, vous ne pouvez pas y aller comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Ça veut dire qu'on va le remettre sur la table, on va le travailler autrement. Et ça va faire que progresser l'entreprise. Vous voyez, parce que, bon, je prends un exemple, voilà, on veut faire une croissance externe. Notre actionnaire dit nature, dit non, droit de veto au regard de ses clients et ce qu'elle fait. Ok, c'est important qu'elle puisse le dire.
Et c'est important parce que ça nous amènera peut-être à finalement créer une autre entreprise qui sera beaucoup plus alignée sur nos principes éthiques et on aura tout gagné. Donc en fait, toutes les impulsions qui vont être données vont nous faire gagner du temps, vont nous faire plus pertinents et sans doute anticiper de nouvelles mutations, de nouvelles tendances qui peuvent arriver. C'est très intéressant parce que vous vous dessaisissez de je sais tout, je dirige comme je l'entends. Là, tout d'un coup, le blocage, c'est la possibilité de réorganiser les choses. Alors, Geneviève, je crois que... des cheveux blancs aussi, oui. Oui, c'est ça. Donc, concernant... profil avec ce parcours sur la dotation environnementale, oui, là aussi on a tout essayé, peut-être qu'il y a tout un discours de ce côté-là. Pourquoi est-ce que chez vous aussi, chez Profil, il y a un intérêt très important pour les fondations actionnaires? Oui, alors vous allez voir le raccourci, on va retomber sur le pied, tout à fait. Alors, la question de la nature au conseil d'administration, on y est venu par une réflexion qui avait été initiée dans le cadre d'une étude qui s'appelle Entreprise et post-croissance. Bon, elle est téléchargeable sur notre site, vous pouvez la télécharger. C'était cette idée qu'il y avait des modèles. Alors, la post-croissance, c'est le donut, c'est-à-dire c'est liberté d'entreprendre, on n'y touche pas, mais vous travaillez, vous entreprenez, vous investissez dans un monde écologiquement sûr et socialement juste. C'est encore possible. Donc ça suppose qu'il y ait des modèles de gouvernance qui permettent, exactement comme l'a expliqué Sylvain, qui permettent de comprendre ce qu'est qu'un espace écologiquement sûr, si c'est encore possible. Donc il y a des modèles de gouvernance qui sont plus ou moins adaptés pour la prise en compte de ces contraintes physiques. Alors soit vous les prenez comme des contraintes physiques, soit vous les prenez comme des lignes de soutènement qui au contraire sont extrêmement fertiles et puissantes parce qu'elles permettent la régénération, etc. Il est clair qu'un modèle comme la fondation actionnaire est un modèle intéressant. Alors, c'est pas magique la fondation actionnaire, c'est quoi? Ce sont clairement des actionnaires qui, en général, c'est des actionnaires familiaux, donc c'est ça aussi ce qu'a fait Sylvain, qui se dépossèdent d'une partie ou d'une totalité de leur action pour la transmettre dans un véhicule philanthropique qui est la fondation. Et donc cet actionnaire qui est la fondation, eh ben, c'est un être hybride, c'est-à-dire qu'il est le matin, il est en conseil d'administration classique et il va chercher à travailler la pérennité du modèle d'affaires et il est intéressé aussi à ce que l'entreprise sur le long terme prospère parce que les dividendes qui vont remonter vont financer une cause d'intérêt général. Donc il est intéressé à ce que la prospérité de l'entreprise soit acquise sur des fondamentaux sains et en particulier prendre en compte les sujets socio-environnementaux parce que sinon l'entreprise va devenir un actif échoué dans pas longtemps. Et les dividendes, au lieu de le distribuer, et là je ne veux pas de jugement moral, distribuer à droite à gauche, ça remonte à un véhicule philanthropique, et ça c'est irréversible, et il y a une direction qui est donnée. Alors ça peut être la nature, ça peut être l'éducation, ça peut être la formation, ça peut être l'innovation, voilà. C'est pas forcément toujours la nature. Mais la fondation actionnaire, elle a sa possibilité d'avoir à la tête des entreprises une structure juridique qui est orientée pour le bien commun. Voilà. Alors après, on a voulu mettre ça en scène à l'AG du futur. Je ne sais pas s'il y avait certaines d'entre vous qui étaient à l'AG du futur. C'était exactement il y a 1 an d'ailleurs, on était à des variétés. Donc on n'avait pas fumé, on aurait pu croire qu'on avait fumé, on n'avait pas fumé. Et c'était l'idée, à travers une fiction, d'une entreprise qui s'appelait Mirliton, qui est une entreprise dans l'agroalimentaire, parce qu'on voulait un rapport à la nature. Et ça, c'est extrêmement important. C'est Mirliton, donc une entreprise qui était déjà devenue entreprise à mission en 2019, parce qu'on avait déjà joué l'AG du futur en 2019, qui se posait plein de questions sur la transition écologique et sur sa gouvernance. Et en fait, c'est quoi l'AG du futur? L'AG du futur, c'est exactement ce que dit Sylvain. C'était moi, dans ma vie de noteuse extra-financière, il y a juste une partie prenante que l'entreprise ou les investisseurs ne peuvent pas mettre dehors, quoi. Si vous venez au nom de, même si vous venez, dites je suis une ONG, on ne va pas vous voir. Si vous êtes même citoyen lambda, une association, on ne va pas vous recevoir. Si vous êtes même, les syndicats sont dans des relations extrêmement normées, etc. Mais si vous dites que vous êtes actionnaire, ben voilà, on peut pas, c'est une partie prenante qui est co-substantielle de la structure de l'entreprise. Et cette asymétrie de l'actionnaire, on a voulu la retourner en disant, ben chiche, puisque les actionnaires sont des détenteurs de parts, c'est pas des propriétaires, c'est des détenteurs de parts,
leur vote, leur participation au capital est absolument majeure, mais c'est eux qu'il faut convaincre. Les autres, ils sont déjà convaincus. Donc on va les convaincre que la moindre décision d'investissement, elle est absolument structurante. Donc à cet AG du futur, il y a un an, entre parenthèses, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu la jouer maintenant, on a effectivement déposé une résolution c'était la fondation actionnaire qui demandait à ce que la nature soit représentée. En l'occurrence, c'était Marine Calmet qui avait fait un super plaidoyer. Et donc, on soumettait au vote des actionnaires la résolution suivante: est-ce que vous acceptez que la nature soit représentée au conseil d'administration de Mirliton? Et pour une raison très simple qu'on a pitché de la façon suivante, et je terminerai comme ça, c'était de dire, Mirliton, c'est un fleuron de l'agroalimentaire qui n'a pas toujours été formidable, on a mis pas mal de choses sous le tapis, mais on dépend des sols. Donc maintenant, on va basculer vers l'agroécologie. Donc si on veut absolument être sérieux sur cet engagement, il faut absolument que la nature rentre au conseil d'administration pour nous taper sur les doigts, fixer des lignes rouges à chaque fois qu'on sera peut-être tenté, parce qu'il y a d'autres actionnaires dans l'entreprise qui voudront aussi valoir leurs droits. On va être tenté de revenir en arrière. Eh bien, je suis très heureuse de vous dire que les spectateurs du Théâtre des Variétés qui jouaient les actionnaires ont voté, à mon avis, à 78% l'entrée de la nature au capital de Mirliton. Si vous êtes insomniaque, vous pouvez regarder ça sur YouTube, c'est un moment d'émotion très fort. Bon, maintenant, la vérité, c'est que ça n'existe pas dans la vraie vie. À part Sylvain, ça existe. Face in Nature en Angleterre, c'est une boîte de cosmétiques, c'est en 2022. Mais au fond, la vraie question, alors, il y en a qui ont fait plus. Hein, il y a une boîte, je crois que c'est Collaborative ou Culture ou Hub. C'est une boîte qui a quasiment mis l'océan Atlantique comme PDG de la boîte. Bon, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pourquoi mettre la nature au bord comme actionnaire. C'est quoi? Parce qu'au fond, c'est un truchement. La nature, c'est bien des humains qui, derrière, vont exercer des droits. Donc, il faut se poser la question de savoir si... Est-ce que ça, c'est la panacée? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que derrière, il faut renforcer le droit existant? Est-ce qu'il faut travailler sur la notion d'écocide? Est-ce que... Voilà, moi, je dis c'est symbolique. Mais derrière, il y a tout un arsenal juridique qu'il faut travailler et ne pas penser, et toute une éducation des actionnaires qu'il faut travailler, et ne pas penser que c'est un coup de com'. C'est un sujet extrêmement important, la représentation des droits de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des obstacles fiscaux? C'est-à-dire qu'en jouant cette hybridation, ce double jeu, si je puis dire, d'une fondation actionnaire qui est le matin en train de faire des affaires et l'après-midi qui prend les dividendes pour l'intérêt général, comment le fisc joue avec ça? Le fisc, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est une dépossession, et Sylvain va vous l'expliquer. C'est une dépossession. Donc c'est irréversible. Et après, la fondation actionnaire, enfin, il y a les mêmes taux d'imposition que dans n'importe quelle entreprise. Oui, en fait, on fait donc d'une partie de son capital. Donc il faut se mettre d'accord avec la famille. Enfin, vous voyez que dès qu'on parle d'argent, ça peut être compliqué. Mais de ce fait, étant donné qu'on fait don et que finalement les remontées de dividendes, moi j'ai donné dans un premier temps 10%, donc 10% des dividendes remontent, et si cet argent-là doit être utilisé pour un intérêt général. Donc de fait, il n'y a pas de problème fiscal. Juste un petit rebond, c'est qu'effectivement, moi j'utilise cette fondation actionnaire pour faire en sorte qu'on ait notre monsieur nature, parce que je ne le voyais pas, soit lui donner des actions, soit lui faire payer des actions, il y a déjà un lien. Là, non, il a intégré le conseil d'administration de notre fondation actionnaire et il a une délégation totale sur la nature. Je vais juste dire qu'il s'appelle France, que vous avez vu depuis. Oui, oui, tout à fait. Alors, bravo. Et je dirais que vous avez peut-être pas vu tout à l'heure Marie Eklund avec son fonds 2050, mais Marie Eklund se débat avec ces questions fiscales. Parce que c'est un fonds de pérennité. Elle n'a pas fait une fondation actionnaire, elle a fait un fonds de pérennité, donc il y a des questions fiscales. Non, mais parce qu'en fait, là où on a un souci, c'est pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'aller vers du mécénat? Pourquoi est-ce qu'un fonds actionnaire ne pourrait pas orienter l'entreprise vers quelque chose qui soit au service des communs, ou enfin en tout cas qui jouerait comme le fait... C'est possible. En fait, c'est possible. Et là, on va rentrer dans des éléments de droit et de fiscalité. Le fonds de pérennité, quand une entreprise se crée,
Bon, le fonds de pérennité, effectivement, n'est pas une fondation actionnaire. Donc il y a des droits, il y a une fiscalité qui est très lourde. La fondation actionnaire, elle est très adaptée dans la situation de Sylvain, où l'entreprise existe depuis longtemps, et que c'est une dépossession volontaire, de l'actionnaire. À partir de là, la question de la fiscalité, elle est traitée pour toujours. Et c'est irréversible, on revient pas en arrière. Donc je comprends que dans d'autres éléments, on pourrait se dire, alors ce serait un sujet de fiscalité qui est un peu comme la TVA sociale, qui est de dire, mais au fond, même sans faire de fondation actionnaire, même sans créer de fonds de pérennité, je veux absolument, il y a certaines des sommes considérables que j'utilise pour conforter un commun, mais donc je vais m'occuper du sol, je m'occupe du carbone ou de l'eau, je conforte un commun. Et pourquoi j'ai une fiscalité aussi forte alors que je travaille pour le bien commun? Oui, mais sauf aussi, il faut voir aussi que l'entreprise qui va dire ça, elle est aussi dépendante de ce commun qu'elle utilise. Donc en fait, c'est la question de la régénération. Est-ce qu'il y a une fiscalité de la régénération? Parce qu'on dépend d'une ressource, en même temps que en quelque sorte on exploite, on va la régénérer. La fiscalité là-dedans, bonne chance. Oui, compliqué. Alors les questions sont-elles plus simples? Alors plus simple, je ne sais pas. Il y a notamment une question concernant la nature, évidemment. Donner à la nature un droit de veto n'est-il pas de nature à politiser son rôle et de facto créer des divergences politiciennes dans les décisions clés de l'entreprise? Voilà, ça c'est le réflexe français. On veut politiser et après faire du... Voilà. Non, je pense que, en fait, je vais aller plus loin. Moi, ce qui me guide, c'est de lutter contre les injustices sociales. Si j'ai créé le modèle PERMA, sa finalité, c'est d'améliorer les conditions des êtres humains, d'existence des êtres humains. C'est pas la nature. Donc, voilà, il faut déjà poser les choses. Il se trouve que, pour améliorer les conditions d'existence des êtres humains, les problèmes de la nature aujourd'hui sont omniprésents, sont lourds. On nous prédit 70% de cancers en 2050 dans la population mondiale. On voit déjà des millions de personnes qui doivent quitter le lieu où ils habitent pour aller où on ne sait pas. Et quand vous voyez le courant qu'il y a en ce moment dans le monde, vous imaginez bien la casse sociale et la misère. Donc, non, s'il y a de la politique, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par contre, le fait de dire, après, dans une entreprise, il y a des actionnaires qui peuvent être financiers avant tout, c'est pas le cas de Nord6. Il y a des actionnaires qui peuvent représenter la nature, et demain, il y aura sans doute des actionnaires qui vont encore davantage représenter l'humain, pour être cohérent avec mes trois principes éthiques. Ça, je ne vois pas de problème de positionnement, c'est juste qu'il faut faire un chemin pour arriver là. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, j'aime pas trop ces entreprises, mon ADN. Moi, on n'a pas d'ADN. On a fait des chemins qui nous ont fait progresser, qui nous ont amenés à une culture d'entreprise, à une culture, enfin, je ne vais pas m'étaler sur Nord6, mais qui nous permet jusqu'à... On vote beaucoup de choses à Nord6, donc qui nous permet de dépasser ces espèces de réflexes qu'on a souvent dans les conseils d'administration, de combat entre les uns et les autres. Je suis frappée par on sent que c'est de la coévolution, c'est-à-dire vous vous laissez emmener au-delà d'un déterminisme propre, par adéquation avec le monde. Voilà, c'est ce qu'on entend, c'est assez surprenant et j'espère que c'est contaminant. Deuxième question. Deuxième question qui est plus proche du commentaire, donc à voir si vous avez quelque chose à commenter. Les fondations actionnaires existent depuis 100 ans. Bon nombre d'entre elles ne répondent pas aux attentes car piégées dans une logique de maximisation des profits, au profit du bien commun, pour l'interrogation. Alors, oui, les fondations actionnaires, ça existe, c'est un modèle qui, surtout dans les pays scandinaves, ça existe dans les pays scandinaves, ça existe dans la version européenne, hein, parce qu'il ne faut pas confondre le modèle Pays-Bas et États-Unis, parce que c'est des trusts. Au fond, la fondation actionnaire, c'est pas du tout un remède miracle. C'est la volonté de se déposséder dans un véhicule philanthropique où il faut quand même trouver une cause d'intérêt général. Voilà, on peut aller dans tous les sens. C'est pas, si vous voulez vous enrichir, vous ne faites pas une fondation actionnaire. Vous pourrez vous emmerder avec ça. Alors vraiment, c'est le conseil que je continue à vous enrichir. Créer une fondation familiale à côté, donnez dans votre fondation familiale. Enfin, vraiment, il n'y a aucun dogmatisme d'un côté. À partir du moment où vous créez une fondation actionnaire, c'est une façon aussi de transmettre
Et c'est une façon de transmettre dans un véhicule philanthropique auquel vous allez devoir donner un objet social philanthropique. Alors ça peut être social, éducatif, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une double tension. Alors ça, c'est pour ça que c'est très compliqué en France. Cette double tension qui est de dire, la fondation actionnaire, il faut que l'entreprise soit rentable. Parce que si l'entreprise n'est pas rentable, il n'y a pas de dividende qui remonte. Donc si vous avez une difficulté avec le fait que l'entreprise est rentable, vous avez une difficulté avec la fondation actionnaire. Mais en fait, une entreprise qui n'est pas rentable, elle n'existe plus non plus. Voilà, donc ça nous amène en dehors du champ politique. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de transmission et de redistribution, de nouvelles modalités de création et de partage de la valeur. Le reproche que l'on pourrait faire, et qui serait complètement fondé, c'est que s'il n'y a pas de gouvernance éclairée, ça peut être le fait du prince. Effectivement, ce n'est pas démocratique, c'est à l'échelle d'une entreprise, avec un conseil d'administration dans la fondation, où il y a des personnes qui sont plus ou moins éclairées, plus ou moins allantes, plus ou moins altruistes. Voilà, on reste en fait au pays des hommes, hein, malheureusement, et des femmes. Voilà. Deux mots, il se trouve qu'il y a d'autres pays, et Geneviève a plus ou moins fait allusion, où la fondation actionnaire n'est pas cantonnée à s'engager sur un intérêt général. Et par exemple en Allemagne, ça se pratique énormément parce que c'est ce qui permet de pérenniser l'entreprise familiale, puisque tous ces dividendes qui remontent peuvent être utilisés à des fins commerciales, par exemple. Donc ça, voilà, en France, on a ce contexte-là, mais c'est aussi intéressant dans certains cas, c'est que quand vous commencez à dire, tiens, je donne 10-20% à une fondation actionnaire, on ne peut plus vous racheter. Parce que personne ne voudra racheter une boîte dans laquelle il n'y aura pas le 100% du pouvoir. Mais même en Allemagne, parce que je connais un peu le sujet, quand vous avez des boîtes comme Zeiss, les lunettes Zeiss, la redistribution, ce qui va dans la fondation actionnaire, c'est aussi de l'innovation. Et c'est de l'innovation en open source, c'est-à-dire que c'est des chercheurs que l'on va... Alors, ça fait du bien aussi à la marque, évidemment. Il y a des bénéfices en termes de marketing et d'image. Et je pense aussi à une entreprise, à des entreprises... Velux, Lego, c'est des entreprises scandinaves, c'est des entreprises qui sont des fondations actionnaires, vous ne le savez pas. Et eux, la façon dont le capital, c'est une façon aussi de dire, ces petites entreprises danoises, si elles n'avaient pas été dans les mains d'une fondation actionnaire avec une volonté d'investir dans l'innovation et dans l'éducation, etc., eh bien, ça aurait été déjà coupé en tranches et vendu, il n'y aurait plus de capitalisme scandinave. Donc il y a aussi une question de culture et des contre-modèles par rapport au modèle, un certain modèle là, qui se réveille de l'autre côté de l'Atlantique. Et ben, c'est bien aussi d'avoir une perma-complémentarité capitalistique. Quelle belle expression. Voilà, parce que sinon, s'il n'y a qu'un seul modèle, et si ce modèle-là il est prédateur, ben on est mal. Voilà, voilà, c'est le bout de la fin.